Donc, dans la matinée, ma mère est arrivée avec mon meilleur ami pour venir me chercher. Bon, là, pour le coup, quand ma mère est arrivée, je me suis effondrée dans ses bras. Mais une fois que je m'étais effondrée dans ses bras, c'était pareil. Je voulais plus pleurer. Je voulais pas. Ensuite de ça, on a dû repartir au commissariat, en fait. La police avait contacté ma mère parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que durant la soirée, à peu près au moment où moi, les pompiers sont venus me chercher au commissariat pour m'emmener à l'hôpital, l'homme s'était rendu à la police. Ce qui s'était passé, ce que j'ai appris après, mais il est vrai que je l'avais vu le soir même. En fait, quand je l'ai poussé et qu'il m'a regardé, j'ai vu qu'il était perdu. J'ai vu que il venait de se réveiller de quelque chose, en fait. Ses yeux me questionnaient. Il se demandait ce qu'il faisait là, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il avait fait. Bon, sur le coup, bien sûr, on s'en rend pas compte. Et en fait, c'est après. Donc, la police m'a expliqué, du coup, vu que j'ai dû aller donc au commissariat pour l'identifier à travers un miroir santin. Donc, je l'ai tout de suite reconnu, bien entendu. Même si on n'a pas tout de suite envie de désigner la personne, parce que on veut être bien sûr, on veut pas désigner n'importe qui. En fait, après ça, du coup, j'ai dû refaire une autre déclaration en expliquant pourquoi je l'avais désigné lui, qu'est-ce que j'avais reconnu, tout ça. Ils m'ont également présenté son blouson pour savoir si je l'avais reconnu. Et apparemment, cet homme-là avait des antécédents psychiatriques. Il avait été enfermé quelques mois dans un hôpital psychiatrique. Il était sous traitement. Mais malheureusement, depuis plusieurs semaines, il avait arrêté son traitement étant donné qu'il n'était plus suivi directement dans un hôpital. Et d'après lui, ça faisait une semaine qu'il se baladait avec son couteau. Et en fait, il nous avait suivis toute la journée. Parce qu'il avait remarqué Sarah. Et qu'il y a quelque chose qui lui plaisait pas chez elle. Sa blondeur, son sourire. Enfin, voilà, il y avait plusieurs choses comme ça. Du coup, il nous avait suivis toute la journée. Il nous attendait au coin de la rue le soir. Et que quand je l'ai poussé, il est sorti, en fait, de sa psychose. Il est revenu à lui. Et c'est pour ça qu'il est parti aussi comme ça. Il a pris peur. Il est parti, il a, je crois, jeté son couteau, je ne sais où. Et il aura mis peut-être 1 heure, même pas, à aller se livrer lui-même à la police. Donc, au moins, il était derrière les barreaux. Et après ça, bien entendu, voilà, il a fallu retourner chez Sarah, voir sa mère, voir sa famille. Ce qui a été assez compliqué pour moi. Déjà, on est repassé par là où ça s'est passé. Et ensuite de ça, arrivé chez eux, il a fallu que j'explique ce qui s'était passé, comment ça s'était passé. Il y avait donc sa maman, son papa, son frère. Il y avait une grande partie de sa famille également qui s'était déplacée, forcément. Donc, j'étais là toute seule face à tout le monde à devoir raconter mon histoire. Sauf que ce que je savais pas, c'est que les médecins avaient dit à sa mère qu'elle était morte sur le coup. Ce qui n'était pas vrai, étant donné que moi je l'avais vue se relever et s'effondrer, et que j'avais eu le temps de lui parler et de la voir ouvrir les yeux. Et sa mère est partie en folie parce que forcément sa fille a souffert et je le comprends bien entendu. Et du coup je me suis encore plus culpabilisée de me dire mince, voilà. Ils ont essayé de faire en sorte qu'il arrive, elle a perdu sa fille, donc horrible, mais de minimiser, on va dire, sa souffrance. Et moi, finalement, je remets une couche dessus. Et je la fais encore plus souffrir, donc ça aussi, ça a été compliqué après d'accepter ça. Donc, je ne suis bien sûr pas restée, j'ai fait mes affaires et nous sommes rentrés avec ma mère, qui m'a directement le lendemain emmené chez un psychiatre. Autant vous dire que c'était pas le moment. Maintenant, je pense qu'elle a vraiment fait ça dans l'idée de m'aider. J'avais besoin de digérer les choses avant, mais ça, elle pouvait pas le savoir. Même moi, je ne pouvais pas le savoir. Mais voilà, il aurait peut-être fallu laisser un petit peu de temps avant. Mais voilà, la démarche a été très bienveillante
Et je leur remercierai toute ma vie encore. Donc voilà ce qui s'est passé et comment ça s'est passé avec tous les détails, car même s'il y a des gens qui connaissent ce qui m'est arrivé, la plupart ne connaissent pas les détails. Il faut savoir qu'après ça, bien sûr, le premier sentiment, c'est la culpabilité, c'est pourquoi moi je suis restée et pas elle? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à elle et pas à moi? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait quelque chose avant? Pourquoi est-ce que j'ai attendu? Pourquoi est-ce que j'ai attendu de l'entendre crier? Pourquoi est-ce que je l'ai pas poussé tout de suite? Toutes ces questions, c'est des questions qui tourneront dans vos têtes pendant très longtemps. Et alors déjà, je pense que il y a le choc de ce qu'on a vécu. Je pense qu'à n'importe quel âge, voir ça, c'est un traumatisme. Mais en plus de ça, à 15 ans, on a encore une enfant. C'est sa meilleure amie. C'est un peu notre monde, notre meilleure amie à 15 ans. Donc il y a du coup beaucoup de sentiments, d'émotions qui se mélangent à tout ça en fait. Et on n'a pas envie d'en parler. Ou en tout cas, on n'a pas envie d'en parler à un professionnel. Oui, on dit ce qui s'est passé aux gens qu'on rencontre parce qu'on les connaît et parce que de toute façon, ça saura quoi qu'il arrive. Donc pourquoi le taire? Enfin, à un moment donné, tu le racontes et puis c'est tout. Mais on n'a pas envie de travailler dessus. C'est pas le moment. Et ça, je reviendrai dessus parce que je trouve que c'est très important. Ça sert à rien de se forcer. Pour n'importe quelle thérapie, travail personnel, développement personnel, se forcer ne fera pas avancer les choses. Parce que si on se force, c'est qu'on n'en a pas envie. Et du coup, il n'y aura pas de bonnes choses qui ressortiront de ça. Après ça, j'ai du coup continué à voir le psychiatre toutes les semaines pendant 1 an. Il faut savoir que c'était de l'autre côté de Paris et que j'avais pas du tout envie d'y aller. Je mettais 3 quarts d'heure pour y aller, 3 quarts d'heure pour rentrer. Mon but était d'arriver, de rester 5 minutes top chrono dans son cabinet pour pouvoir rentrer et aller boire un verre avec mes copains. Aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc ne forcez pas vos enfants, ne forcez pas quelqu'un à faire une thérapie, même si vous savez que cette personne va mal. Soutenez-la différemment, soutenez-la autrement, mais forcer, ça n'arrange rien du tout, ça n'aidera pas, ça ne fera que peut-être faire que le travail sera peut-être plus long encore. Donc voilà, je pense que vous comprenez maintenant pourquoi derrière toutes mes blessures d'enfance sont ressorties, pourquoi j'ai développé une anxiété chronique et des angoisses. Alors il faut savoir que c'est pas ressorti tout de suite, bien sûr, ça a couvé pendant quelques temps avant de ressortir, avant d'exploser en fait, avant que le système nerveux il puisse plus, il gère plus. Parce qu'il y a un moment donné, le système nerveux, il a beau essayer d'aider, de cacher, c'est comme tout, il explose, il s'effondre et on s'effondre avec lui. Donc, est-ce qu'il faut gérer le trauma, faut gérer le deuil, faut gérer dans un sens aussi les amis. Enfin, c'est-à-dire que c'était moi qui m'étais mis ce poids aussi sur les épaules de me dire je vais gérer tout le monde, je vais les aider à s'en sortir, moi je vais être forte, je vais pas pleurer. Et j'ai pas pleuré pendant longtemps. Je crois que je me suis remise à pleurer quand je suis allée au funérarium pour la voir parce que autant mon grand-père, j'ai pas voulu aller le voir parce que j'avais des bons souvenirs de lui et que j'avais pas besoin de ça. Autant elle, je l'ai vu souffrir et j'avais besoin de l'avoir apaisée et mieux. Et donc je suis allée au funérarium et ça n'a pas été une partie de plaisir clairement parce que du coup j'avais qu'une envie, c'était qu'elle se réveille bien sûr, mais bon moi je l'ai vu apaisée, je l'ai vu bien. Et c'est là que je me suis effondrée, après. Donc je pense qu'il y a bien une semaine qui s'est passée entre les deux, étant donné qu'il a fallu la rapatrier bien sûr dans le 94. Et pendant une semaine, non. Et puis après ça, encore une fois, pareil, j'ai tout fait pour pas pleurer, pour pas m'effondrer. Et même à l'enterrement, j'ai essayé d'être là pour les autres. Je saurais pas vous dire pourquoi j'ai fait ça comme ça. Ça me semblait être la bonne façon de faire à l'époque. Mais voilà, il y a eu un moment où tout a lâché et ça a été, ça a été compliqué de se relever après ça. Donc voilà, je crois que j'ai terminé pour cet épisode.
Je pense vous avoir tout dit de cet événement. Il s'est passé plein de choses après. Je continuerai dans un prochain épisode et dans d'autres épisodes. Et j'ai envie de vous dire que n'hésitez pas si vous avez des questions sur mes émotions, sur mes sentiments, sur comment j'ai vécu ça, sur comment, voilà. Je suis tout à fait apte à y répondre et puis c'est un peu ça je fais un peu ces podcasts pour ça également. Et également pour ceux qui l'ont connu, qui connaissaient cet événement de ma vie, qui veulent partager quelque chose. Voilà, c'est avec grand plaisir que je vous écouterai et qu'on pourra échanger ensemble. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je vous souhaite de passer du coup une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.